Bonjour à tous et je suis très, très heureuse d'être face à vous et d'être, de savoir que la LICRA participe à ce combat qui doit nous rassembler tous. Et Mario Sasi a évoqué, après d'autres de vos présidents, l'essentiel des combats à mener auxquels personnellement je m'associe. Alors, notre sujet, allons-y, il est fondamental puisque aujourd'hui on parle du Rassemblement national, Front national. C'est un parti qui a été à la lisière du pouvoir il y a juste quelques mois. Et aujourd'hui, il est en tête dans tous les sondages. Alors, à chaque élection, il y a une nouvelle étape qui est franchie dans la normalisation de ce parti. On a envie de savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Est-ce qu'on est arrivé à une forme d'étape suprême de normalisation avec le voyage en Israël et l'invitation par l'extrême droite israélienne de Bardella? Que va-t-il se passer si Marine Le Pen est déclarée inéligible ce lundi? Voilà quelques-unes des questions que nous nous posons tous et auxquelles vont répondre avec nous Valérie Gounet. Merci beaucoup. Vous êtes historienne, auteure notamment d'une histoire du négationnisme et spécialiste aussi du conspirationnisme. Pierre-Stéphane Faure, journaliste et auteur notamment du Grand Remplaçant, un livre sur Jordan Bardella, très, très suivi, qui a été bien remarqué. Puis Pascal Perrineau, bien sûr, le politologue, spécialiste notamment de l'extrême droite française, mais pas seulement, évidemment, auteur de nombreux ouvrages sur le populisme et qui a commis, entre guillemets, un dernier ouvrage plus personnel, je peux me permettre, le goût de la politique. Voilà, donc ma première question, elle va partir de cette phrase de Jordan Bardella à Jérusalem, il y a quelques jours, donc. Le RN n'est plus le FN. Voilà ce qu'il a répondu et voilà comment il a justifié en quelque sorte sa présence. Et peut-être que Valérie Gounet, vous pouvez nous réagir un peu sur cette phrase pour nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est l'étape suprême de cette dédiabolisation? Bonjour à toutes et à tous. Alors, est-ce que c'est l'étape suprême? Alors moi, je suis votre premier mot en ce qui me concerne, je pense qu'on n'en est plus à la dédiabolisation, mais à la normalisation. Tout à fait. Hein, donc ça, c'est la première chose. La dédiabolisation, beaucoup là sont en train de dire, parce qu'on parle de plus en plus évidemment du Rassemblement national, que ça fait 10 ans qu'elle a commencé, loin de là. C'est Bruno Maigret qui l'a mise en place. Il avait bien compris quelques problèmes fondamentaux, et Marine Le Pen qui l'a repris en 2000. Bien avant d'accéder à la présidence en 2011. Avec le RN, je pense qu'on peut s'attendre à tout et que ce ne soit pas l'étape suprême. Voilà, puisque ce parti ne cesse d'œuvrer justement pour sa normalisation. Par contre, en ce qui concerne l'antisémitisme, je pense que ce n'est pas non plus terminé, mais c'est vrai que se retrouver à Jérusalem, même si il était invité par le Likoud, et avec ce mot, avec plusieurs mots d'ailleurs. On a vu aussi Marion Maréchal, même si elle n'appartient plus au RN. Non, le RN n'est plus le Front National. Par contre, il s'inscrit, selon moi toujours, dans la continuité de l'histoire du Front National. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. On est en 72 à la création du Front National, on est aujourd'hui en 2025. Il est évident que l'aspect générationnel est primordial, le contexte est primordial, il ne faut pas l'oublier, beaucoup de choses ont changé. Certains combats du Front National n'existent plus, mais ce qui ne veut pas dire qu'en ce qui concerne l'antisémitisme, c'est surtout la question qu'on va peut-être aborder là, ils sont parvenus à faire ce que Louis Alliot, je l'avais interviewé, je me rappelle, en 2013, à faire certainement sauter le verrou politique. C'est-à-dire qu'ils en étaient bien conscients. C'est de l'antisémitisme qui nous empêche de parvenir au pouvoir, ça ce qu'ils ne cessent de dire, et de faire sauter ce verrou politique. C'est vrai que c'est un verrou fondamental. Et ça fait qu'aujourd'hui, on sent bien que l'antisémitisme
est de plus en plus banalisé. On est aussi dans le contexte générationnel, mais c'est vrai qu'ils ont œuvré justement depuis des années. Ce qui était aussi assez symptomatique, c'est que, et après je vais me taire, c'est que Jordan Bardella n'a pas fait d'impair, puisqu'il a, il a dit mot pour mot, c'est-à-dire les camps de concentration sont le summum de la barbarie. C'est donc la première déclaration de Marine Le Pen dans Le Point en février 2011. C'est cette phrase texto qu'elle a déclarée avec d'autres phrases qui l'accompagnaient pour justement montrer que là, voilà, il y avait une rupture. Que là, il y avait une rupture. Exactement. Aujourd'hui, Pascal Perrineau, comment vous réagissez quand vous entendez Jordan Bardella dire le RN n'est plus le FN? Non, je partage largement ce qui vient d'être dit par Valérie Higounet. Tous les partis évoluent, quand vous les regardez sur la longue période. Il ne faut pas oublier que le Rassemblement national, c'est une vieille histoire maintenant. 1972, sa création, le changement de nom, c'est pas là où ça se passe. Là aussi, je partage le diagnostic qui vient d'être fait. Le processus de dédiabolisation avait commencé avant, avec des poussées, puis des retraits, et puis des poussées, et une cohérence en tout cas depuis 2011 et l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir. Mais les évolutions ne sont pas des révolutions. Tout parti est l'héritier d'une histoire. Et comme le Parti communiste est héritier d'une histoire, le PS est héritier de son histoire, et on voit sans arrêt d'ailleurs dans ces partis le retour parfois de certains refoulés. Il y a dans le RN d'aujourd'hui le retour de certains refoulés. Et pour s'en tenir, mais c'est pas la seule question, bien sûr. Non. Pour s'en tenir à la question de l'antisémitisme, oui, moi j'avais longuement interviewé Jean-Marie Le Pen, et dans des interviews longues, on voyait, on sentait, on entendait l'antisémitisme du personnage de temps à autre percer, même dans un échange qui était un échange tranquille et courtois. Avec sa fille, je n'ai jamais ressenti cela. Voilà. C'est pas simplement médiatiquement. En effet, elle n'est pas habitée. C'est peut-être une question de génération. Elle n'est pas habitée par les mêmes démons que les démons de son père et de la génération d'hommes et de femmes qui avaient entouré Jean-Marie Le Pen lors de la création du Rassemblement national. Mais attention, vous savez, ça me fascine toujours quand je me promène dans Paris, gaz à tous les étages. Il n'y a pas la lutte contre l'antisémitisme, c'est pas à tous les étages au Rassemblement national. En haut, oui. Parmi les cadres, plutôt. Parmi les adhérents, progrès à faire. Parmi les sympathisants, il y a beaucoup de progrès à faire. Vous regardez encore, par exemple, la dernière grande enquête que la Fondapol a faite sur l'antisémitisme. Il y a deux zones très préoccupantes encore en termes d'antisémitisme. Vous savez, on peut faire une échelle d'antisémitisme. On présente aux personnes interrogées toute une série de stéréotypes antisémites, et Dieu sait s'il y en a. Et puis, vous avez les gens qui n'ont pas d'antisémitisme, 0 élément, ceux qui en ont 2 ou 3, un antisémitisme léger. Et puis après, voilà, ceux qui ont 8, 9, 10 attributs d'antisémitisme, là, on commence à rentrer dans de l'antisémitisme solide. Et cet antisémitisme solide, il est fort chez les sympathisants de LFI, et juste derrière, ils sont derrière maintenant, les sympathisants du Rassemblement national. Et puis après, les autres partis sont beaucoup moins chargés. Il y a un peu d'antisémitisme partout, mais ils sont beaucoup moins chargés en antisémitisme. Alors, ça, c'est nouveau, ça, en revanche. L'antisémitisme de la gauche qui dépasse en intensité chez les sympathisants. Là, ce n'est pas le discours des acteurs, ce n'est pas le discours des députés. Même si concrètement, aujourd'hui, justement, au plus haut niveau dans les deux partis, et c'est ce qui sème le trouble, chez LFI, c'est beaucoup plus visible qu'au RN au plus haut niveau. Bien sûr. Mais moi, je veux dire, ça ne m'étonne pas.
l'antisémitisme de gauche a été très documenté. Simplement, on ne voulait pas le voir. Vous avez des livres excellents sur l'antisémitisme de gauche. Ça a toujours existé. Vous trouvez de l'antisémitisme chez Marx. Hein? Lisez Proudhon. Lisez Proudhon. Alors là, vous verrez. En matière d'antisémitisme, c'est pas triste. Hein? Voilà. Donc, voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pas la peine de monter au plafond parce qu'on parle d'antisémitisme de gauche. Donc, c'est ça aussi qui se dit dans l'histoire de la gauche de la gauche. Il y a cet antisémitisme de gauche qui, bien sûr, a des noces plus ou moins barbares aujourd'hui avec l'islamisme. Mais même le rapprochement de la gauche et de l'islamisme, ça a une histoire. Taguieff l'a bien montré, ce qu'on appelle aujourd'hui de manière un peu peut-être facile, parfois l'islamo-gauchisme, c'est extrêmement ancien. Lénine déjà le pratiquait. Donc voilà. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais dans les structures d'opinion, le fait que les sympathisants des LFI soient devant les sympathisants du RN qui restent chargés en antisémitisme, ça, c'est un phénomène nouveau, mais ça n'exempte pas le Rassemblement national d'un antisémitisme qui est toujours là, dans des cercles périphériques à l'appareil. Alors on va y revenir bien sûr, mais Pierre-Stéphane Faure, est-ce que l'accession à la présidence du parti de Jordan Bardella change les choses et permet de considérer que le RN n'est plus le FN ou pas? À mon sens, pas du tout, non. Et je vais largement nuancer les propos de M. Perrineau, à mon sens en tout cas. Laissez-moi vous raconter un petit peu les bonnes fées qui se sont penchées sur le berceau politique de Jordan Bardella, parce que ça me paraît, c'est factuel, et ça permet de mieux comprendre la structure du personnage et comment il s'est construit en politique. 2011, il a 16 ans, il prend sa carte au Front National, pas dédiabolisé à l'époque, président d'honneur Jean-Marie Le Pen. Et il commence sa carrière en Seine-Saint-Denis. Il y a une quinzaine de militants, c'est une toute petite section. Il y côtoie notamment Pierre-Claude Pailloux, qui à l'époque était un militant FN antisémite compulsif, qui a publié tout un tas d'horreurs sur les réseaux sociaux que je ne répéterai pas ici. 2013, 2 ans plus tard, je retrouve au cours de mes investigations une photo, c'est la seule qui existe à ce jour, de Jordan Bardella et Jean-Marie Le Pen ensemble, tous sourire. Je l'ai diffusée dans le complément d'enquête, cette photo, et surtout j'ai diffusé le témoignage du photographe qui a pris ce cliché. Il s'appelle Anthony Micallef, c'est un photoreporter indépendant qui vit à Marseille, et il m'explique que depuis des mois, il suivait les jeunes militants FN, notamment en Seine-Saint-Denis. Et un soir de décembre 2013, ces jeunes gens, dont Jordan Bardella, font 1h30 de queue pour avoir le privilège d'avoir une photo dédicacée des mains de Jean-Marie Le Pen et avoir le privilège d'avoir sa photo souvenir. Et Anthony Micallef me raconte, il me dit, c'était l'idole des jeunes FN, en fait, Jean-Marie Le Pen. Pour Jordan Bardella, comme pour les autres. À l'époque, il a 18 ans, c'est un militant anonyme, il n'a aucune fonction au sein du parti. D'ailleurs, à l'époque, Jordan Bardella, comme les autres, appelait Jean-Marie Le Pen « papy ». Ouais, il y a quand même une notion affectueuse, une notion aussi de repère presque familial, qui est quelque chose de très prégnant chez les jeunes militants du Front National ou du Rassemblement National, qui trouvent dans ce parti parfois une forme de famille de substitution. On continue la chronologie. 2 ans plus tard, 2015 de mémoire, premier employeur de Jordan Bardella au Front National, au Rassemblement National, Jean-François Jalc. À l'époque, eurodéputé, Jordan Bardella devient son assistant parlementaire. Jean-François Jalc est malheureusement connu pour avoir tenu des propos négationnistes sur la Shoah, en estimant que le Zyklon B n'avait pas pu être utilisé pour gazer les Juifs dans les chambres à gaz. Je continue. 2 ans plus tard, Jordan Bardella, c'est aux alentours de 2017, devient porte-parole national du parti. Pourquoi ? Parce qu'il a intégré le premier cercle de Marine Le Pen. Il est en couple depuis 2 ans avec la fille de Frédéric Chatillon, Kérédoine Chatillon. Donc il fait partie de la famille Chatillon pendant 2 ans. Là aussi, j'ai révélé des photos où on voit Jordan Bardella à table avec toute la famille Chatillon, trinquant au champagne avec Frédéric Chatillon. J'imagine que vous savez tous qui est Frédéric Chatillon, l'ancien chef du GUD, antisémite compulsif, proche de Soral, proche de Dieudonné, etc. Frédéric Chatillon l'a présenté au premier cercle, en fait, l'a présenté à Marine Le Pen, et c'est comme ça, selon les sources que j'ai pu recueillir, que la carrière nationale de Jordan Bardella décolle.
On peut continuer. David Rachlin, donc, qui tient son nom de son père, est un jeune homme, un cadre, donc le maire de Fréjus, qui a commencé sa carrière avec Alain Soral, chez Égalité et Réconciliation, donc un antisémite notoire. David Rachlin, depuis 10-12 ans, c'est le meilleur ami de Jordan Bardella. C'est son plus proche dans le parti. Jordan Bardella en a même fait le président d'honneur, le vice-président, du Rassemblement national. Il l'a nommé en 2023. J'ai récolté des témoignages, parce que Jordan Bardella passe toutes ses vacances à Fréjus avec son ami Rachlin, parfois avec la visite de Frédéric Chatillon. Donc en fait, ce sont une bande d'amis. Et simplement pour terminer, mais j'ai recueilli des témoignages sur David Rachlin. Je ne suis pas le seul journaliste à avoir enquêté sur lui. Livre, bien sûr. Où il y a vraiment, malheureusement, une tendance antisémite lourde chez ce garçon. Et pour conclure, Gilles Pénel, directeur général du Rassemblement national, était le bras droit de Jordan Bardella il y a encore 6 mois. C'est lui qui a organisé toute la campagne des législatives anticipées, notamment. Gilles Pénel. Il vous suffit de taper Gilles Pénel sur Google et vous verrez le passé très proche des néo-païens de Gilles Pénel, donc proche de la mouvance néo-nazie. Il y a 20 ans, il y a un article du Monde qui le relate très bien, qui est accessible à tous sur Internet. Gilles Pénel célébrait l'anniversaire de la Nuit de Cristal à la Maison de l'Identité à Paris. Voilà. Alors ça, simplement. On entend bien, et d'une certaine façon, on pourrait dire pas mal de choses presque pareilles sur un certain nombre de personnalités de ce parti. En tout cas, voilà l'historique autour de Jordan Bardella. Mais quand aujourd'hui il dit qu'il est le président d'un parti qui a changé, qui a évolué, enfin, comment on peut le prendre? On dit non, vous n'avez pas changé, ou bien on note votre évolution, et c'est plutôt positif, ou on reste méfiant parce que ce background, justement, est là, et il est lourd, et il est dominant. Je dirais que la ligne politique officielle a changé. Bien sûr, aujourd'hui, le Rassemblement national n'est pas sur une ligne politique antisémite, c'est clair. En revanche, pour que l'évolution soit réelle et profonde, purger les éléments antisémites qui restent au Rassemblement national et qui occupent, comme je viens de le décrire, des postes éminents, aujourd'hui encore, et qui ont une influence sur les instances du parti, à minima en partie sur la ligne politique, même si elle est largement décidée par Marine Le Pen et par son premier cercle. Mais je considérerais que cette fameuse dédiabolisation comme réelle, le jour où ces éléments seront de manière définitive exclus ou écartés des hautes sphères du parti, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, pas du tout. Valérie Higounet. Alors je suis OK sur tout, mais je me permets de... La ligne politique a changé avec ce qu'on disait, le contexte, l'aspect générationnel, etc. Mais on reste sur les mêmes marqueurs, c'est-à-dire la lutte contre la xénophobie. Ça, c'est clair, quoi. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est un marqueur fondamental du Front National, et puis on est là-dessus. Ça, c'est la première chose. Donc après, oui, quand on voit que Bruno Gollnisch est toujours au comité national, on sait bien les liens qu'il peut avoir avec le négationnisme, l'antisémitisme, etc. On parle beaucoup aussi d'un homme qui s'appelle Frédéric Bocatelli, qui est un ancien FN, qui a tenu une librairie négationniste à Toulon, etc., etc. Et on voit que ce que nomme Jordan Bardella les brebis galeuses, on voit bien qu'à chaque élection, de toute façon, il y a des personnes qui se révèlent, ce n'est pas le mot, notamment par leur antisémitisme. Un des problèmes, parce qu'il n'y en a pas qu'un selon moi, fondamentaux du Rassemblement national, c'est la formation. Oui. C'est vrai qu'ils avaient une école de la formation au temps du Front National et au temps de Bruno Maigret et de Karl Lang qui faisait qu'on apprenait à parler aux militants et on apprenait à ne pas leur faire commettre d'impair langagier. Je ne dis pas que ça marchait tout le temps, mais en tout cas, ils avaient une véritable instance de formation et qui était vraiment mise en place et des gens qui s'occupaient de cette école. Aujourd'hui, la formation qui est au sein de ce parti, selon moi, inéluctable, en matière aussi de sémantique, puisqu'on est dans la sémantique, là, quand même, parce que il est évident que est-ce que le RN a changé? Oui, mais le problème, c'est que, évidemment, que quand on entend Marine Le Pen ou d'autres, des fois, il y a des petits impairs quand même de la part de Jordan Bardella, c'est un langage beaucoup plus policé. Ils ont bien conscience que le temps des pseudo-dérapages de Jean-Marie Le Pen est révolu.
Hein, donc on est aussi là-dessus. On ne peut plus, et c'est pour ça que l'inclusion s'opère en 2015 est fondamentale aussi. Pour moi, de toute façon, on fait que monter des marches avec le Front National et le Rassemblement National, mais plus ou moins grosses. Des fois on recule, des fois on monte. Et là, c'est vrai qu'en ce moment-là, selon moi, on les monte. Et à toute vitesse. Alors, parlons du rapport à l'islam. Et après, on parlera du rapport au pouvoir en général. Mais sur l'islam, elle a aussi évolué, entre guillemets. Pendant la campagne de 2022, Marine Le Pen a dit je n'ai pas pour ennemi l'islam, je n'ai pour ennemi que l'islamisme. Et alors que chez Éric Zemmour et chez Marion Maréchal, il y avait une beaucoup plus grande généralisation. Et il y avait plutôt, c'est l'islam qui nous pose problème par rapport à la civilisation occidentale. Donc, est-ce que ça fait partie aussi, et est-ce que c'est crédible dans les marqueurs de changement possibles, Pascal Perrineau? Oui, il y a un aspect moins caricatural dans la position par rapport à la question musulmane, et en particulier à la question des Français musulmans ou des habitants issus de l'immigration musulmane. Il y a un discours qui s'est, un peu sophistiqué. Qui s'est un peu sophistiquée, et elle distingue, en effet, quand on discute avec elle, elle distingue toujours l'islamisme de l'islam. Ce qui n'était pas ce type de prudence, son père ne l'avait pas. Bien sûr. Son père considérait que c'était l'islam en tant que religion qui posait problème. Et là-dessus, il avait évolué, parce que quand vous prenez ses discours au début de la Ve République, il considérait en effet que les Algériens devaient devenir des citoyens français comme les autres. Hein. Donc là aussi, il a une certaine malléabilité, comme tous les dirigeants politiques. Mais si vous voulez, dans la rupture que le RN a vis-à-vis du FN, il faut noter tout de même qu'il y a un renouvellement générationnel. Vous savez, le gros problème des partis ou des organisations en général, c'est que le renouvellement générationnel pêche. Là, quand vous regardez le groupe parlementaire, quand vous regardez les candidats aux élections législatives, quand vous regardez ceux qui se préparent pour les municipales, vous avez un parti qui semble réussir son renouvellement générationnel et qui donc va s'adresser aux jeunes. C'est pas simplement Bardella et TikTok. Bardella, ce n'est qu'un élément dans le dispositif. C'est véritablement un parti qui a une offre politique relativement jeune, et en tout cas souvent plus jeune que les autres forces politiques. Ce qui fait que le RN, c'est très souvent un peu contre-intuitif, hein. Le RN est une force politique qui fait parfois un tabac dans une jeunesse, parce que ça ne veut rien dire, la jeunesse. Hein. C'est la jeunesse qu'on ne voit pas. C'est la jeunesse faiblement diplômée. Ouais. C'est la jeunesse du CAP, BEP. Hein. Dans cette jeunesse-là, le Front National est extrêmement haut. Hein. Et quand on regarde les intentions de vote pour la prochaine présidentielle, il fait des scores. Là où il est le plus faible, c'est les 65 ans et plus. Ouais. Hein. Même s'il a légèrement augmenté aux dernières élections. Voilà. Alors qu'il y avait une barrière complète, elle a cédé tout à fait partiellement encore, mais elle a cédé un peu. Mais la grande rupture, c'est quoi? C'est pas l'antisémitisme, l'évolution sur l'islamisme, etc. C'est la grande rupture, c'est l'incroyable dynamique électorale articulée sur la fracture politique, la fracture socio-économique et la fracture culturelle. Vous n'avez pas une force politique qui a connu une telle dynamique. Là, avant de venir, je regardais... des législatives de 2012 aux législatives de 2024, c'est 16 points. 16 points. Mais vous attendez, quelle est la force politique qui, dans une période récente, a connu une telle dynamique, hein? Je vous rappelle, aux législatives de 2024, presque 30% au premier tour. Hein? Ça fait presque 11 millions d'électeurs. Aux européennes, vous prenez les européennes de 2009, les européennes de 2024, 25 points de hausse. 25 points. Hein. Et vous prenez, alors il faut être très prudent, les projections pour les prochaines présidentielles. Marine Le Pen est annoncée entre 35 et 36% des suffrages exprimés au premier tour, ce que très peu de candidats ont fait depuis des décennies. C'est-à-dire que ça devient le parti dominant
comme l'a été le Parti socialiste dans les années 80, et comme l'était avant la formation gaulliste ou néo-gaulliste, auparavant sous De Gaulle, sous Pompidou et sous Giscard. Hein, donc c'est devenu, en effet, le parti dominant. C'est ça qui est intéressant à analyser. Hein. Et quand vous regardez en détail, au premier tour, ils font chez ceux qui, bien sûr, vont voter, ils sont en majorité absolue chez les ouvriers, les employés et les chômeurs. Hein. Ouvriers, employés, chômeurs. Et chez tous ceux qui ont un niveau d'enseignement professionnel. C'est-à-dire que, et dans les catégories pauvres, déterminées par le niveau de revenu, 50%. 50% des pauvres en France qui vont votent pour le Rassemblement national. C'est ça, la réussite du Rassemblement national. On peut, bien sûr, faire de la généalogie, essayer de voir comment ça a frémi sur l'islamisme, frémi sur l'antisémitisme, mais ce n'est pas la question. Hein. La question, c'est une question économique et sociale, et c'est la question, je pourrais y revenir après parce que je ne vais pas monopoliser la parole, c'est la question, en effet, tout à fait nouvelle, qui est à l'œuvre dans toutes les démocraties du monde, qui est la question entre société ouverte et société du recentrage national. La puissance du Rassemblement national, ce n'est pas le fait qu'il est à l'extrême droite, pour le fait qu'il est à l'extrême droite, c'est le fait qu'il se positionne de plus en plus à l'avant-garde du camp du recentrage national, du protectionnisme sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan culturel. Hein. Ce qui fait d'ailleurs, vous avez des choses extrêmement troublantes. Pour essayer de comprendre la dynamique de Marine Le Pen depuis la dernière présidentielle, où elle faisait tout de même 23%. Là, elle est à 12 points au-dessus en ce moment. 12 points au-dessus. Hein. J'ai regardé un peu, mais d'où ça vient? D'où ça vient? Alors, elle fidélise d'abord complètement son électorat de 2022. Elle reprend énormément de l'électorat Zemmour. Hein, voilà, Zemmour sort de la planète. Et elle fait 16% de l'électorat Mélenchon. 16% de l'électorat Mélenchon, 10% de l'électorat Pécresse, c'est-à-dire que les mélenchonistes fournissent beaucoup plus d'électeurs de Marine Le Pen au premier tour que Mme Pécresse, parce que l'électorat Pécresse, vous voyez, c'est pas grand-chose. L'électorat Mélenchon, c'est tout de même quelque chose. Bien sûr, bien sûr. 16%, ça veut dire... Elle n'y est pas arrivée, parce que sinon, la victoire sera inéluctable. Mais il se passe quelque chose au travers de cette popularisation extrême du Rassemblement national. Il se passe quelque chose où, en sortant de la catégorie d'extrême droite et en se positionnant à l'avant-garde du camp du recentrage national, vous avez des convergences politiques qui sont des convergences politiques qui doivent nous faire réfléchir. Voilà. Oui, qui peuvent induire un rassemblement et qui peuvent être un parti attrape-tout, comme elle l'espère, comme une sorte de RPR renouvelé, une sorte de parti de droite conservateur renouvelé. Mais ça contraint en quelque sorte l'approche du pouvoir, la possibilité du pouvoir. Ça veut dire un rapport différent au pouvoir, à l'exercice du pouvoir, aux propositions politiques, à un programme électoral. Et est-ce que là, Pierre-Stéphane Faure, est-ce qu'on voit ça? Est-ce qu'on voit qu'il y a justement une évolution parce que l'approche du pouvoir, la possibilité du pouvoir, ça implique de rénover ses pratiques, d'être plus démocratique en interne, d'avoir un programme plus crédible, etc., etc. La démocratie interne au RN... Bon, c'est pas seulement là-bas, hein, mais enfin... Vaste fable. Oui, vous avez raison, c'est pas les seuls. Non, mais il y a un exemple, moi, qui m'avait frappé pendant les législatives anticipées de 2024. L'une des propositions de loi en cas de victoire qui était mise en avant, c'était l'interdiction de l'importation, de la commercialisation de la viande cachère et halal. Voilà. Ça, en tout cas, c'est pas un marqueur de changement à l'extrême droite hein, et au Front National. Pourquoi stigmatiser les communautés juives et musulmanes de France en les empêchant de vivre leur culte chez eux comme ils le souhaitent? Voilà, c'est pointilliste, mais il reste quand même des points comme ça, toujours aujourd'hui, et sans doute encore en 2027 dans le programme présidentiel,
qui fleurent bon le racisme ou la xénophobie, le rejet de l'autre, et toujours les mêmes obsessions autour de la communauté juive et musulmane en France. L'interdiction du voile dans la rue, par exemple. Voilà. Oui, mais est-ce que ça ne correspond pas à ce qu'explique le Pascal, c'est-à-dire cette volonté d'une partie des Français de se recentrer sur sa culture, sur ses mœurs, sur son mode de vie, quoi. Et donc, dans ces cas-là, on peut le juger, bien sûr, et on sait très bien comment on le juge, mais en même temps, elle adhère et elle correspond à ce qu'attendent ses électeurs. Je ne sais pas si la demande d'identité nationale est au cœur de l'attente des électeurs du RN. Ce que je vois, moi, c'est que dès septembre 2021, Marine Le Pen a eu du nez, et elle s'est mise tout de suite à parler pouvoir d'achat, pouvoir d'achat, pouvoir d'achat. Je me souviens d'ailleurs qu'à l'époque, septembre-octobre 2021, ses opposants, qui étaient encore plus à droite, c'est-à-dire Zemmour et compagnie, la moquaient en disant « elle a perdu les fondamentaux, elle a perdu la boussole ». Et en fait, ça a été un choix stratégique qui a été extrêmement payant et qui, je pense, a beaucoup porté son résultat à la dernière présidentielle et la dynamique électorale indéniable qu'on connaît depuis. Sans compter, évidemment, le rejet massif d'Emmanuel Macron voilà, au sein de la population. Et c'est vrai que c'est elle, aujourd'hui, qui incarne quand même l'opposition à Emmanuel Macron, parce que ce duo, ce jeu de deux, s'est mis en place depuis 2017. Voilà, donc... Je n'ai pas le sentiment que 9 millions de Français votant Marine Le Pen sont profondément xénophobes ou racistes ou très ancrés sur les questions d'identité nationale. C'est pas du tout le sentiment que j'ai. Le pouvoir d'achat, c'est sa carte maîtresse. Valérie Gounet, justement, c'est le discours social de protection qui lui permet aujourd'hui et peut-être demain de justement se normaliser et être le parti dominant, comme l'a très bien décrit Pascal Perrineau. Est-ce que vous me permettez de revenir un peu en arrière ? Excusez-moi, je vais être courte par rapport justement à cet aspect rétroactif. Il y a quelque chose qui a beaucoup changé quand même, comme vous le disiez aussi, Pascal Perrineau, par rapport à le parti de Jean-Luc Mélenchon et le parti, on va dire de Marine Le Pen encore, hein, même si c'est Jordan Bardella, c'est quand même octobre 2023. Il ne faut pas l'oublier. C'est une coupure fondamentale dans l'histoire et c'est évident qu'à ce moment-là, on voit en plus les saillies de la France insoumise, que ce n'est pas que Jean-Luc Mélenchon, l'antisémitisme. Là, moi, je crois qu'il ne faut pas oublier de parler de cette date aujourd'hui. Il y a aussi le contexte international, comme vous le voyez aussi. Les partis d'extrême droite sont en train d'arriver au pouvoir ou ont déjà accédé au pouvoir. Hein. Il n'y a pas que l'Italie. Et donc, ça aussi, il ne faut pas l'oublier, il y a une vague. Bien sûr. Alors, je ne vais pas parler encore de submersion, mais il y a une vague. Il y a un autre aspect que je considère comme fondamental, peut-être à tort, hein. Et ayant fait énormément de terrain auprès des déçus du Front National et du RN, ce sont les autres partis, c'est-à-dire les pseudo-adversaires du Front National ou du Rassemblement National. Ils leur ont laissé la place. Ils leur ont laissé la place, mais non seulement ils leur ont laissé la place aujourd'hui, mais en leur faisant des appels de pied. Dès les premiers succès du Front National en 1983, rappelez-vous par exemple du bruit ou l'odeur de Jacques Chirac. Et on continue, et on continue, et on continue. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas que ça. Petit coup de pub, et ça j'en fais jamais. Ceux qui sont abonnés à la chaîne Histoire, il y a un documentaire qui est co-réalisé avec Émile Rabatet et produit par Vincent Gazaigne qui est là-dessus. Et donc, il y a plusieurs, évidemment, représentants des partis politiques, dont le RN, plusieurs personnages qui sont interviewés, mais aussi ces petites séquences. Il n'y a pas que Sarkozy, il n'y a pas que Chirac, il n'y a pas que Bruno Retailleau, il y en a plein, en fait. Et on voit, donc moi, je pense qu'il y a ça. Donc, après, en ce qui concerne votre question, faut savoir qu'aujourd'hui, le RN est considéré comme le parti le plus proche des préoccupations des Français. Ben, j'y réponds. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir aussi que quand on va voir les personnes, par exemple, les anciennes personnes qui appartenaient au Parti communiste, qui étaient de gauche, on va parler d'eux, hein,
Pourquoi il glisse avec aujourd'hui fierté, ce qui n'était pas le cas il y a longtemps, le bulletin du RN? Parce qu'ils sont dégoûtés. Ils sont dégoûtés, ils sont désillusionnés, ça c'est la première chose, par la politique française. Et la deuxième chose, c'est toujours la même. Je crois que systématiquement on me l'a dit, et ben lui on l'a pas essayé. Ouais. Ah ben, c'est vrai, hein? Non mais c'est vrai. Ils m'ont tous, je crois que toutes et tous me l'ont dit, et certains en pleurant d'ailleurs, hein, parce que je peux vous dire que certaines personnes pouvaient aussi avoir la larme à l'œil parce qu'ils y ont cru aux autres politiques. Aux autres. Bah oui, bah lui, pourquoi pas l'essayer? Donc il y a cette banalisation, mais il y a aussi ce questionnement. Moi j'ai voté avant pour, bah à chaque fois j'ai été dégoûtée. Bah. Il y a une petite chose que je pourrais rajouter, cette phrase aussi que j'ai entendue en couvrant les campagnes. Eux, ils n'ont pas honte de nous. Elle n'a pas honte de nous. C'est-à-dire ceux dont vous parlez, Pascal Perrineau, c'est-à-dire un certain nombre de catégories sociales défavorisées ou sous-diplômées et qui ont une forme de représentation, qui considèrent qu'ils ont une forme de représentation à travers le RN. Mais du coup, est-ce que le rapport au pouvoir change par cette situation un peu justement dominante? Alors, ça, c'est une question décisive, le rapport au pouvoir. D'abord, de fait, c'est un parti qui a pas le rapport au pouvoir régional, pas le rapport au pouvoir départemental. Il n'y a jamais eu de ministre du Front National ni du Rassemblement National. Et ils ont quelques communes. Donc, leur rapport au pouvoir, leur culture gestionnaire est extrêmement faible. Hein. Les structures éducatives, on en parlait tout à l'heure, les structures éducatives internes au parti sont faibles. Le niveau, quand vous rencontrez les groupes parlementaires, moi sur des questions techniques, les groupes parlementaires demandent souvent à me voir sur des techniques électorales. Bon. Je suis frappé d'abord de voir le très faible niveau moyen des députés, hein, en général. Très faible niveau moyen. Mais alors, le niveau moyen des députés du RN, waouh! Là, on se dit, il y a du travail, quoi. Il faut qu'ils travaillent. Hein, ils ne sont pas tous nullissimes, mais enfin, il y a vraiment du progrès à faire et en peu de temps. C'est-à-dire que cette culture du pouvoir est faible. Et confusément, l'électorat le ressent. Le second tour des législatives de 2024, où au vu du premier tour, on se dit, mais ils vont y arriver. Et 8 jours après, ils n'y arrivent pas. C'est ça. C'est que beaucoup d'électeurs, même proches du RN, même partageant les idées du RN sur l'immigration, sur l'islam, sur l'insécurité et sur la lutte contre la vie chère, même une partie de cet électorat se dit « Attention, second tour des législatives, on confie les clés de Matignon à un parti. » Et là, il y a des électeurs qui se disent « Non, ça je ne le fais pas. » Et qui se réfugient dans l'abstention ou dans d'autres types de votes. Donc, en effet, cela explique, le RN reste tout de même le premier groupe de l'Assemblée nationale, mais voilà, il est loin, en effet, d'être la majorité relative la plus conséquente, et il est loin, en tout cas, de la majorité absolue. Donc, ce qui reste du plafond de verre a encore fonctionné sur cette question du rapport au pouvoir. Moi, je crois que le verrou, c'est ça. Parce que le verrou... La crédibilité, quoi. Parce que la xénophobie, le racisme, l'extrémisme, tout ça existe encore, bien sûr, mais ça faiblit. Ça faiblit. Enquête après enquête, on le voit, puisque, vous savez, il y a cette enquête Le Monde, maintenant c'est l'Institut Verian, jadis c'était la Sofres, qui est faite chaque année avec les mêmes questions. Ça ne cesse de faiblir. Hein. Et si le processus continue, il n'y aura plus aucun obstacle, sauf le rapport au pouvoir. C'est pour ça que les municipales de l'année prochaine sont importantes. Parce que s'il y a, dans une série de villes moyennes, pas les grandes villes, je crois, mais dans une série de villes moyennes, une razzia du RN, alors là, ils vont pouvoir avoir un parti de pouvoir. N'oubliez pas que la gauche gagne en 1981 parce qu'il y a la décennie 70. La gauche, en effet, gagne des municipalités. Et elle prouve qu'elle peut gérer les municipales de 77 et les autres. Et elle prouve qu'elle peut gérer.
Hein, on ne peut pas renvoyer la gauche sempiternellement. Vous êtes des utopistes, vous ne savez rien gérer, les communistes comme les socialistes, vous êtes nuls, etc. Même si c'est plus long, 77-81 et 26-27. Bien sûr. Mais là, ils sont tout de même à un très, très haut niveau. Très, très haut niveau. Donc, les municipales vont jouer, à mon avis, un rôle extrêmement important. Or, dans de beaucoup de villes moyennes, il ne faudra pas... c'est pas Rennes qui va tomber, c'est pas Toulouse qui va tomber, c'est pas Lille qui va tomber. En revanche, toute une série de villes moyennes, elles sont mais complètement mûres pour tomber. Simplement, il faut avoir des listes à la hauteur. Et là, Bardella, c'est un de ses échecs. Bardella avait promis qu'il allait voir, vous allez voir ce que vous allez voir, etc. Et c'est pour l'instant, quand on regarde ça vu d'en bas, moi j'étais dans beaucoup de ces villes moyennes, c'est le bide. C'est le bide. Et justement, la situation internationale, vous l'évoquiez Valérie Gounet, peut-être à chacun, il me semble, ou en tout cas je vous pose la question, est-ce que, à partir du tableau que vous avez dressé, Pascal Perrineau, de domination du paysage politique, cette situation internationale n'est pas un facteur d'affaiblissement du Rassemblement national, justement sur cette question de crédibilité, face aux dangers qui maintenant sont complètement intégrés par les Français, on le voit dans toutes les études d'opinion. Est-ce qu'elle paraît la personne idoine pour diriger le pays ? Je partage complètement votre analyse. Je pense que 2027 se fera sur les questions internationales, se jouera sur les questions internationales, et notamment sur la crédibilité face à Vladimir Poutine. C'est clair, hein, je devine pas l'avenir, mais enfin, c'est bien le chemin qu'on prend actuellement. J'ai un ami en Espagne qui m'a appelé il y a 3 jours, qui me dit « Mais vous êtes en train de distribuer des kits de survie en cas de guerre en France ?» Alors j'étais surpris, je n'étais pas au courant, mais oui, effectivement, on nous recommande désormais de... L'Europe aussi, hein. Voilà, et je pense que c'est un frein et un handicap important pour le RN. On connaît évidemment tout le passif pro-russe de Marine Le Pen. Juste pour rappel, mais en 2014, le seul parti de France qui reconnaît l'annexion de la Crimée, c'est le parti de Marine Le Pen. Marine Le Pen fait une déclaration, elle reconnaît l'annexion de la Crimée, en tout cas le référendum qui s'est déroulé sous occupation militaire russe, hein, je le rappelle quand même, et 15 jours plus tard, Sokotech, le parti de son père, un petit parti satellite, reçoit un énorme prêt d'une banque russe. Bon, Emmanuel Macron en a beaucoup joué. Quand vous parlez à Poutine, vous parlez à votre banquier. On verra en fait lundi si oui ou non Marine Le Pen est empêchée de candidater en 2027. Si tel était le cas et que Jordan Bardella devient le présidentiable en vue de 2027 au RN, je pense que sa jeunesse et son inexpérience risquent de lui coûter assez cher. Je pense que c'est un obstacle majeur pour lui. Il n'a pas montré grand-chose pour l'instant dans ses mandats, malheureusement. Je remarquais que Dominique de Villepin s'est classé directement il y a un mois, je crois, c'est au mois de février, à la première place des personnalités politiques favorites des Français. C'est pas un hasard en fait, c'est parce que la majorité des Français voient chez un homme comme Dominique de Villepin une expérience des rapports de force internationaux, une posture, une crédibilité internationale. Je pense que ça risque d'être vraiment une épine dans le pied d'une candidature pour Bardella, mais même pour Marine Le Pen, étant donné le passif pro-russe qui objectivement aujourd'hui n'a pas vraiment été remis en question au Rassemblement national. Est-ce que ça explique aussi peut-être sa prudence relative après l'élection de Donald Trump ? Parce que Donald Trump, ça n'est pas qu'un ami politique, c'est aussi peut-être, et c'est tous les jours ce qu'on voit, l'adversaire de l'Europe, donc des catégories sociales les plus défavorisées françaises aussi. Valérie Gounet, qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis complètement d'accord avec vous. Hein, c'est vrai qu'ils sont, j'allais dire, très timorés pour se positionner par rapport à cette nouvelle ancienne élection, je ne sais plus comment l'appeler, cette élection aux États-Unis, avec ce superbe allié. Je parle, excusez-moi, d'Elon Musk, hein, je vais être plus clair. Hein, et évidemment, par rapport à Vladimir Poutine, et je suis complètement d'accord avec toi. Donc c'est vrai que ça va pas être simple avec ce qui se passe entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Et évidemment aussi que par rapport à lundi, la décision va être déterminante. Alors c'est vrai que là, j'allais presque parler de chaos. On va pas exagérer, hein, et puis je tire pas les cartes. Mais si
Jordan Bardella devait se présenter comme président du RN, là, ça va être plus que complexe, parce que tout ce que vous avez dit, je suis complètement en adéquation, c'est-à-dire que inexpérience, est-ce qu'il a vraiment du talent politique ? C'est aussi une question qu'il faut se poser, en tout cas que moi j'y réponds un petit peu. Ça dépend comment on définit le talent politique. Voyez, mais il y a des talents de communicant. Voilà, j'y réponds un petit peu. Après, il a quelque chose, c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, à l'électorat jeune. Hein, on est quand même sur un électorat qui ne vote pas. Et s'il vote, hein, comme vous le disiez, c'est pour le Rassemblement national ou pour la France insoumise. Donc j'exagère un petit peu, mais c'est un peu ça le tableau. Et c'est vrai que cet aspect de communicant qu'il a sur TikTok, etc., sur les réseaux sociaux, première source d'information de cette jeune génération, ça peut être un de ses atouts. Après, ne me demandez pas, s'il vous plaît, ses autres atouts. Mais Pascal Perrineau, est-ce qu'on peut voir, par rapport à ce que vous décriviez, que la situation internationale, globalement celle d'un monde qui bascule, peut être un obstacle inattendu pour Marine Le Pen et son parti et Jordan Bardella ? Oui, de manière évidente, parce que ces faiblesses quant à la culture gestionnaire, elles ne sont pas simplement sensibles sur la scène nationale, sur la scène économique, sur la scène de la politique européenne, sur la scène des politiques sociales. On pourrait comme ça cumuler les terrains. Elle est très sensible sur la scène de la politique internationale. Où là, le moins qu'on puisse dire, c'est que les pointures en matière de politique internationale au RN, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Hein, donc le problème est très vite réglé. Et que les ambiguïtés, c'est gentil, vis-à-vis de Poutine, vis-à-vis de la Russie, qui sont très anciennes. Hein. Il y avait déjà ça chez son père, hein, chez Jean-Marie Le Pen, qui avait une conception où il considérait que l'Europe telle qu'elle se construit n'avait aucun intérêt. Il avait une conception de ce qu'il appelait l'Eurasie, hein, qui incluait la Russie, dans laquelle la Russie devait jouer un rôle tout à fait essentiel. Oui, là-dessus, si la présidentielle de 2027 privilégie, comme ça a été le cas de la présidentielle de 2022, absolument. Hein, les enjeux de politique internationale, parce que la victoire étonnante de Macron, c'est tout de même largement parce que les gens se disent il y a que lui qui est capable de faire le job, la guerre est à nos portes, et il y a que lui qui est capable de faire le job, les autres ne sont pas au niveau, point à la ligne. Hein. Même si Marine Le Pen fait tout de même 41,5% des suffrages au second tour, ce qui est tout de même pas négligeable, quoi, hein. Ça fait 13 millions et demi, quoi, d'électeurs. Hein. Bon, voilà, elle a une petite pelote là qui est tout de même solide. Mais là, il y a un véritable blocage, parce que si ces enjeux passent devant ou sont au même niveau que la défense du pouvoir d'achat et l'immigration, là, le Rassemblement national va partir avec un léger handicap, parce que sur ce terrain, il est d'une faiblesse insigne. Hein. Il est d'une faiblesse insigne, et les gens s'en rendront compte extrêmement vite. Hein. Quand le Rassemblement national, souvenez-vous de ce qu'elle avait fait sur la Russie, là, je crois que c'était à Paris, là, c'était la conférence sur l'Ukraine, mais c'était indigent ce qui était dit, hein. Complètement indigent. En fait, c'est extrêmement flou, ces dernières positions depuis quelques semaines. Elles sont illisibles, exprès, volontairement illisibles, me semble-t-il, parce que justement, il y a la volonté de préserver quelque chose et la crainte d'aller d'un côté ou de l'autre pour ne pas perdre de capital, mais c'est pas clair, quoi. Il n'y a aucune clarté possible. C'est pas clair. Bardella qui part aux États-Unis au CIPAC et qui tout à coup découvre que Steve Bannon est raciste, voire néo-nazi. Ah ben, surprise. Enfin, donc, qu'est-ce qu'on fait ? Mais il a eu le bon demi-tour. Mais oui, il a eu le bon réflexe. Bien sûr, mais enfin... Quand vous parliez de talent politique, c'est très discutable. Mais en l'occurrence, à ce moment-là, il fait preuve de bonnes réactions. Hein. Il n'est pas non plus impossible. Il est fin tacticien, Bardella, c'est clair. Ça, c'est l'une de ses qualités. Ça compte aussi. Il n'est pas impossible qu'il y avait déjà dans les tuyaux la visite en Israël et qu'il se soit dit, oula, c'est contradictoire. Il fait demi-tour. Ouais.
Voilà, Monsieur Perrineau, vous le disiez, mais un Bardella ou même Marine Le Pen présidente, on met qui au Quai d'Orsay? On met qui? On met Fabrice Leggeri, l'ancien patron de Frontex? Peut-être. J'ai vu qu'il accompagnait Jordan Bardella en Israël, donc peut-être qu'ils sont en train d'essayer de construire un peu cette image en tandem, je ne sais pas. Mais sérieusement, on met qui? En fait, c'est une question qui se pose de manière beaucoup plus générale dans la pratique du pouvoir et la gestion de l'État. On met qui comme fidèle, comme préfet, comme directeur de cabinet, à tous les postes, aux milliers de postes pour gérer l'État? On fait comment? Et ça, en cas de victoire en 2024 aux législatives anticipées, mais ça aurait été une belle foire d'empoigne, parce qu'ils ne sont pas prêts. Parce qu'il y a ce rapport au pouvoir qui, pour l'instant, je dirais que Jordan Bardella veut le pouvoir, parce que c'est quelque chose qui est très récurrent chez lui depuis qu'il est très jeune. Chez Marine Le Pen, je le sens moins, cette envie profonde d'avoir les manettes. J'en suis beaucoup moins convaincu. Et en tout cas, quand on côtoie de près le Rassemblement national, quand on va au Congrès, etc., on se rend compte qu'il y a quand même un niveau d'amateurisme qui est assez frappant. Je sais pas, le cabinet de Jordan Bardella, président du RN, c'est 4 personnes, moyenne d'âge 28 ans, c'est ses copains, en fait. Ses amis, quoi, qu'il connaît depuis 10 ans. Mais c'est vrai, il n'y a pas d'énarque, il n'y a pas de sommité, quoi. C'est seulement, je vais faire un peu mon boulot quand même, un petit rappel historique. Rappelez-vous en 2002, quand Jean-Marie Le Pen arrive au second tour. Alors là, on est soufflé. Alors là, je ne vous parle pas de l'habitude qu'on a de Marine Le Pen de la voir arriver au second tour. Justement, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire. Évidemment qu'en interne, nous qui les interrogeons beaucoup, etc., mais la question c'était, est-ce qu'ils voulaient vraiment du pouvoir? Non. Non, et c'est ce que tu viens de dire pour Marine Le Pen, c'est-à-dire que, et on le sait pertinemment, alors un aspect rétrospectif, mais on n'avait pas besoin non plus, je ne sais pas si vous vous rappelez de son visage quand il a su qu'il serait au second tour, quoi. Et je pense, voilà, le problème, c'est de ce parti aussi, c'est qu'il y en a qui croient, je fais un peu allusion à quelques personnes qui ont toutes les rênes pour justement pouvoir gérer un pays, etc., alors qu'ils ne les ont pas du tout. Et puis après, il y a ce président ou cette présidente, on va dire quand même, qui justement, c'est la question de cette dynastie Le Pen, peut-être, je ne sais pas. Une des questions, en tout cas, qui se pose vis-à-vis d'elle. Alors évidemment, il y a cette date du lundi, 31 mars, dans laquelle il y aura une décision. Si les juges du tribunal correctionnel estiment qu'elle est inéligible à titre exécutoire, et donc elle garde son poste de députée, mais elle est interdite de se présenter à toute nouvelle élection jusqu'au procès en appel, qui peut avoir lieu seulement en fin 2026 ou début 2027, etc., et qui peut répéter aussi la même condamnation. Donc, évidemment, si lundi, il n'y a pas ce caractère exécutoire, sa situation est différente. Mais maintenant, quels sont les scénarios, selon vous, à partir de lundi? Pascal Perrineau. Tout dépend en effet de la décision. En tout cas, ils sont très inquiets. Oui. Ils sont très inquiets, à juste titre. À juste titre. Il faut rappeler que ça a coûté son poste. Par exemple, quand l'affaire à peu près de même nature qui a touché le MoDem, ça a coûté son poste à l'actuel Premier ministre, poste ministériel. Bon. Donc, ils sont extrêmement inquiets parce que si c'est ce scénario dur qui l'emporte, on va avoir, une situation extrêmement perturbée où la justice, le terme du gouvernement des juges va réapparaître avec toute sa violence et on va accuser les juges et le pouvoir judiciaire d'avoir privé les électeurs d'un choix démocratique plein et entier en 2027. Attention à ce genre de scénario. La haine des élites politiques, administratives et judiciaires est telle que ça peut être un moyen très fort de mobilisation sociale. Il faut faire très attention. Donc c'est peut-être une occasion de renforcement, en quelque sorte. Ça peut être, oui. On ne sait pas dans quel sens ça peut jouer, mais ce n'est pas évident que...
En effet, pour Marine Le Pen, ça voudra dire que sa carrière est finie, sa carrière politique est finie, mais les conséquences politiques ne sont pas du tout évidentes. Ça ne veut pas dire que le problème du RN est réglé, hein, loin de là. Si ça n'est pas le cas, je crois que, quelle que soit la nature, qui sera lourde forcément de la condamnation du RN, en termes de durée d'inéligibilité, en termes de frais financiers, ils ont déjà tapé très fort, ça passera dans l'opinion. Ce n'est pas ça qui va entamer l'image de Marine Le Pen. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des décisions de justice mettant en cause le comportement de ce parti et qui ne portent pas à conséquence électoralement. Donc je crois que cette décision de justice, à ce moment-là, ne sera pas un élément décisif pour, j'allais dire, entraver la dynamique électorale du Rassemblement national. Donc ça joue gros, mais les juges, ils se prononcent en droit. Ils se prononcent en droit, simplement qu'on le veuille ou non. Tout juge qui est normalement constitué, il se pose la question du contexte dans lequel il se prononce. Voilà. Bon, oui. je me permets de rebondir. La perspective d'émeute des lecteurs de Marine Le Pen qui déferleraient dans les rues au lendemain du verdict, je ne vous cache pas que j'y crois pas trop, de mon côté. On parle de risque démocratique, mais enfin, la démocratie, c'est aussi que tous les citoyens sont égaux devant la loi. C'est quand même l'un des fondements de la Constitution de notre République. Marine Le Pen n'est pas la première à faire face à des réquisitions lourdes dans des cas de détournement de fonds publics. Avant elle, il y a peu de temps, il y a eu Falco à Toulon. Hubert Falco, le maire de Toulon, qui a immédiatement quitté son poste. Et pour le coup, c'était des histoires de cantine et de pressing. C'était pas 4,5 millions d'euros d'argent public détourné. Récemment, on a aussi Jean-Noël Guérini dans les Bouches-du-Rhône, qui a aussi été condamné à de l'inéligibilité avec exécution provisoire. On pourrait multiplier les exemples. Ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est un réquisitoire qui peut paraître assez sévère, mais qui n'a rien d'exceptionnel en la matière, en matière de détournement de fonds publics. Donc, la condamnation, une éventuelle condamnation de Marine Le Pen à 5 ans, c'est ce qui a été demandé, d'inéligibilité avec exécution provisoire. Donc, elle est empêchée de se présenter pendant 5 ans. Ce sont des réquisitions qui me paraissent sévères, mais pas non plus délirantes, loin de là. Et pour avoir discuté avec des juristes, et puis il y en a d'autres d'éminents dans la salle, mais a priori, le but de l'exécution provisoire est d'empêcher la récidive. C'est ça oui. Voilà. Et justement, là, en l'occurrence, c'est un détournement de fonds publics par des députés européens qui s'est arrêté en 2016. Donc la récidive, elle est peut-être pas si risquée, théoriquement. J'en parlais avec des juristes, et il y a un argument que j'ai entendu qui me paraît intéressant, c'est que quand on est face à un délinquant qui ne reconnaît pas les faits qu'il a commis, le risque de récidive est élevé. C'est des choses qui sont entendables. En tout cas, quoi qu'il en soit, Marine Le Pen aura l'occasion de faire appel. Il est tout à fait possible que son procès en appel se tienne avant 2027. Et auquel cas, pareil, j'en discutais avec un avocat tout récemment, qui est un peu taquin, me disait on connaît la position de Darmanin, garde des Sceaux, qui s'est exprimé et qui est contre une condamnation de Marine Le Pen, en tout cas contre le fait qu'elle soit empêchée de concourir. Et cet avocat parisien qui connaît bien les arcanes me disait le garde des Sceaux a quand même certains pouvoirs au niveau de la cour d'appel de Paris pour essayer d'organiser un casting qui potentiellement pourrait être un petit peu plus avoir plus de mensuétude à l'égard de Marine Le Pen. Donc en tout cas, même si elle est condamnée lundi, le débat n'est pas complètement clos. Il y a encore quand même un procès en appel à venir. Mais sur la capacité de réaction ou de qu'est-ce qui se passe là, je pose la question. Alors de la façon tout le monde se pose cette question. Qu'est-ce qui se passe lundi soir? Non, voilà. Oh là là, personne ne peut le dire. Ça, c'est la première chose. Et surtout pas nous, j'allais dire. Non, mais moi, ce que je voulais dire, c'était que... alors là, au sein du RN, ils sont très tranquilles. C'est toujours le double discours. Ouais. Non, on ne s'inquiète pas, etc. Marine Le Pen doit caresser ses chats, etc. Donc tout va bien, on n'a aucune inquiétude. Moi, ce que je pense qui va être intéressant, s'il y a condamnation...
je ne suis pas dans sa tête, mais il est probable qu'elle fasse appel, Ouais. c'est la victimisation. Ils sont champions du monde. Ils sont champions du monde. C'est-à-dire que, premier parti de France, vous privez notre électorat et c'est là-dessus qu'ils vont jouer. Et sur cette liberté, là je parle pas pour moi, hein, et pour moi ça va être ça peut être très intéressant parce que là ils peuvent mordre. Ils peuvent mordre. Donc moi, ça, c'est le discours qui est tout près, je pense, et franchement, ce parti est dans cette thématique depuis ses débuts, et il excelle dans cette thématique. Il peut être soutenu par d'autres partis là-dessus, par une bonne partie de l'échiquier politique qui n'aime pas ces méthodes et qui sympathise avec la victimisation, je veux dire, oui, de toute façon. Et la détestation des juges par principe. Enfin voilà, on sera dans une protestation et dans un face-à-face justice politique quand même assez fort malgré tout. Stéphane disait tout à l'heure, on sent bien qu'aussi certaines personnalités politiques aujourd'hui de tous bords ne veulent pas se prononcer s'ils sont en accord avec cette éventuelle condamnation ou pas, quoi. Hein. Alors on sent bien qu'il y a, c'est pareil quand on parlait de discours, de double discours ou d'ambiguïté, on sent bien qu'il y a une ambiguïté là-dessus, ça c'est clair, quoi. Hein. Pascal Perrineau, est-ce qu'il vaut mieux, là on est complètement, est-ce qu'il vaut mieux une forme de compétition à la loyale, c'est-à-dire devant les électeurs, ou une décision de justice qui sera aussi démocratique? Et en fait, les deux éléments ont l'air contradictoires, mais c'est notre système démocratique. Non, mais une décision de justice, tout le monde devra bien sûr la respecter. On est juge, mettons-nous à la place du juge. Il tape très fort financièrement et il prononce une peine de 5 ans, par exemple, d'inéligibilité. C'est une décision sévère, juste, mais sévère. Est-ce que c'est la peine de rajouter l'exception d'application immédiate? Personnellement, si vous voulez, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je me demande même si ça serait juste. Voilà. Hein? Si ça serait juste, posons-nous la question. Moi, j'y réfléchis beaucoup. Je me dis, voilà, j'ai regardé par exemple ce qui s'était passé au niveau du MoDem. On n'a pas été du tout jusqu'à ces extrémités. Je crois que ça serait pas tout à fait adapté. Ça n'empêche pas que l'on prononce une décision qui soit une décision de justice lourde. D'autre part, même si quand on regarde la Cour de cassation qui s'était prononcée là-dessus, le risque de récidive, enfin, il est quasi nul. Hein, il est quasi nul. Hein. Donc, là, le risque de véritablement que le RN retourne ce qui sera vécu comme étant un stigmate est extrêmement lourd. Ils savent très bien faire ça. Hein. Et là, je partage ce que vient de dire Valérie Gounet. Ils seront, et ça, ils sont formidables là-dedans, une fois de plus, les victimes du système, parlant à celles et ceux qui se sentent être les victimes de la société. La force du RN, c'est cette résonance entre les deux. Vous voyez bien, vous, les petits, les sans grade, hein, pour reprendre ce que disait Jean-Marie Le Pen le soir du discours de 2022. Vous, les petits, les sans grade, ceux qui se sentent objectivement ou subjectivement exclus de la société, ben vous voyez, vous rentrez en résonance avec nous, les exclus perpétuels du système politique. Et essayons, moi je sais pas, de mon point de vue de citoyen, là, essayons d'éviter cela. Hein. Alors, il est à peu près 16h. On a une dizaine de minutes. Et si vous voulez poser quelques questions à nos invités. Alors, je vais être très, très, très rigoureuse. Une question, pas un discours. On est d'accord. Une question, des réponses. Merci. Bonjour, merci pour vos interventions. J'ai une question. Donc, 40% aux élections, à qui la faute ? Est-ce que c'est la faute de la gauche? Est-ce que c'est la faute du centre? Je ne sais pas. Je vous pose la question.
À vous trois. À vous trois. Oh là là. Valérie. Ben, on va rester jusqu'à ce soir ensemble, si vous le permettez, quoi. À qui les fautes, oui. Alors ça, c'est toujours compliqué de porter un discours accusatoire, etc. Je déteste ça. Mais soyons bien d'accord que, en tout cas, il y a une part... je ne sais pas comment m'exprimer pour que ça soit bien pris. C'est-à-dire qu'il y a une très forte abstention. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la politique, soit on s'en détourne, soit ça ne nous intéresse plus, ou soit on n'a pas l'offre suffisante qu'on attend. Donc, à qui la faute? Il y a aussi des personnes qui ne mettent pas, qui décident de ne pas mettre de bulletin dans l'urne. Mais la faute, ça me gêne de stigmatiser ces personnes-là. Et après, c'est ce que je disais, à qui la faute? Les fautes, moi, selon moi, mais je vais pas me répéter, et puis on va être concis, quoi. C'est-à-dire que nous les avons accompagnés vers les portes du pouvoir. On leur a fait des appels de pied, etc., qui ont fait que... Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est pas que de notre faute. C'est-à-dire que il y a eu un homme quand même qui a été des décennies président du Front National, qui a réussi à se faire remarquer. Ça, on peut pas le dire. Qui a réussi à monter pas toutes les élections. Je parle de l'élection présidentielle. 2007, ça a été, mais tout est explicable. Et puis après, c'est pareil. Marine Le Pen sait se faire entendre dans un monde, j'allais dire, presque désenchanté. Est-ce qu'elle réenchante le monde? Pierre-Stéphane Forge, j'imagine la réponse. La faute aux médias aussi. On va pas... La faute à François Mitterrand, qui d'abord a poussé le service public à recevoir Jean-Marie Le Pen en plateau, parce qu'il y avait un cordon sanitaire avant, ça n'existait pas. Et quand je vois l'exemple de la Belgique wallonne, notamment, où les extrêmes, notamment l'extrême droite xénophobe, n'a pas voix au chapitre dans les médias, ils ne sont pas invités à la télé publique, ni sur les radios publiques. On constate une corrélation forte avec des scores électoraux très bas. Donc, il y a aussi, je pense, une question médiatique. Jordan Bardella, je me souviens, j'avais fait le compte en 2022, c'est l'homme politique le plus invité de France. Il était sur les plateaux télé ou radio tous les 3 jours. Enfin, c'est énorme. C'est aussi une tribune médiatique très, très forte. Qui est évidemment corrélé à la poussée de fièvre du RN en France. Ouais. Pascal Perrineau. Oui, très brièvement. Je n'aime pas, moi, si vous voulez, ce discours en termes de faute. C'est de la responsabilité des Français, d'abord. C'est les Français qui ont voté dans la proportion qui est... Voilà. C'est les Français qui ont voté à 42% au deuxième tour pour Marine Le Pen. Alors... il est vrai que ce type de force a pu réémerger à partir des années 90 pour des raisons quasi générationnelles. Les générations d'après-guerre, pour lesquelles il y avait des interdits vis-à-vis de ce type de force, liés au fait que le nationalisme français, l'ultranationalisme français, s'était traîné dans la boue pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait eu toute une série, pour leurs héritiers, il y avait toute une série de blocages. On n'allait pas voter pour ces voyous. Moi, je me souviens, c'était les amis de ma vieille mère, maintenant disparus, qui souvent disaient « Ah, c'est pas idiot ce que dit Le Pen sur la sécurité, etc. Mais j'irai jamais voter pour ce voyou. J'irai jamais voter pour ce voyou. » C'était des femmes qui étaient les héritières de ce système d'interdit qui s'était mis en place après la guerre vis-à-vis de ce type de force. Maintenant, pour les générations en dessous de 40 ans, mais il n'y a plus du tout ce type d'interdit. Ça se perd dans la nuit des temps, ce système de tabou. Donc il y a une détabouisation, si vous me permettez, cet affreux néologisme qui est très fort. Et puis, ils ont su articuler, agréger toute une série d'hostilités, de haine, parfois, vis-à-vis des élites, premièrement, vis-à-vis des métropoles, c'est les fractures territoriales, c'est les périphéries françaises contre les métropoles, et vis-à-vis de ceux qui sont, à tort ou à raison, considérés comme mondialisés. C'est ça, les 3 terrains. Et eux, ils sont du côté du peuple contre les élites. On est en plein populisme, comme ça prospère dans les pays du monde entier. Ils sont du côté
des périphéries contre les métropoles. Regardez ce que fait le RN à Paris, en effet, ou à Lyon, ça ne fait pas grand-chose. Vous partez à 20 km de Paris ou à 20 km de Lyon, vous verrez, ça atteint 40-50%. Hein. Donc c'est des gens qui se sentent abandonnés. Le sentiment d'abandon, vous n'allez pas dire c'est de leur faute. Ils se sentent abandonnés. Et ils cherchent sur la scène politique des forces politiques pour dire cet abandon. Les autres n'ont pas su dire cet abandon. Eux ont su, peut-être avec une démagogie phénoménale, dire cet abandon. Et puis troisièmement, c'est ce clivage auquel je faisais référence tout à l'heure, et qu'a très bien vu Jérôme Fourquet. Notre société devient une société qui s'archipélise, se communautarise. Nous ne savons plus très bien pourquoi nous sommes ensemble. Quel est notre contrat national? Quelle est notre identité républicaine? Hein, et eux, ils ont fait une véritable OPA. C'est là où ça a été redoutable. Hein, et Marine Le Pen a joué un rôle très fort, elle a été très habile là-dedans. Ils ont jeté une OPA sur l'identité républicaine. Hein, et là, personne n'a su être concurrentiel à cette époque. Et là ça bascule. Hein, c'est les années 2010. Là, ça bascule vraiment. Parce qu'elle apparaît comme la défenseuse de l'identité républicaine, la défenseuse de la laïcité. Hein, vous vous rendez compte, hein, avec des discours, voilà. Alors c'est une laïcité particulière, etc. Mais elle a fait une OPA sur cette idéologie. Et là se crée un lieu vide entre les espaces mondialisés qui sont ceux des élites, qui sont les nôtres très souvent. On passe de Londres à Vienne, puis après on va à Rome, puis après on revient à Paris, puis on va à Berlin, etc. Mais on vit dans un monde tout à fait particulier, hein, qui est un monde qui n'est pas du tout le monde que partagent l'essentiel des Français. Hein. Eh bien, entre ce monde-là et le monde des périphéries, il y avait la nation avant. Il y avait la nation. Il y avait le contrat social national. Hein. Et ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, ils ont fait une telle OPA là-dessus que c'est eux qui apparaissent comme les défenseurs du contrat social et du contrat national. S'il n'y a pas de reconquête d'ici 2027 sur ce terrain-là, les forces démocratiques, quelles qu'elles soient, peuvent se faire du souci. Et dernière remarque, un ami maintenant, hélas décédé, Laurent Baumel, avait écrit un petit livre magnifique. Laurent Bouvet, pardon, Laurent Baumel. Je confonds avec les socialistes. Oui, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose, voilà. Tout à fait. Avait écrit un livre superbe qui s'appelle « La gauche sans le peuple ». Mais si vous voulez, les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, les chômeurs, les ouvriers, les employés, mais vous faites de la rétro-histoire en 80, etc. Mais c'était Mitterrand qui connaissait les scores que connaît Marine Le Pen dans ses couches sociales. C'était la gauche, socialiste et communiste. Hein, un des plus grands départements aujourd'hui du Rassemblement national, c'est le Pas-de-Calais. Le Pas-de-Calais, c'est un département de droite. C'est un département entièrement socialo-communiste, comme disait la droite jadis. Hein, entièrement socialo-communiste. Donc cette gauche sans le peuple, elle porte une responsabilité, mais majeure dans ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Bravo. Excusez-moi, seulement une minute. Je peux Où êtes-vous? Non, c'est moi, je suis Valérie. Ah, c'est Valérie. Je regardais par ici. Oui, pardon, Valérie. Non, excusez-moi. Il y a quand même quelque chose auquel il faut penser, c'est qu'ils sont hyper doués. Allez à Hénin Beaumont, justement. Suivez-les. J'ai passé 3 ans à suivre Steve Briouat, etc. Allez sur le marché. Allez les voir, allez les écouter. Ils sont géniaux. Bonjour Martine, ça te convient Non mais je caricature pas parce que c'est vrai. Ça te convient les fleurs que je t'ai mises devant Oh merci Steve. Bonjour Roger, etc. Non mais c'est vrai. Et puis viens, je vais aller au thé dansant dans la maison de retraite, etc. Et puis moi je danse. Ils sont bons. Ils font le travail des politiques comme ils le faisaient avant. Et ça fait longtemps qu'ils sont bons.
dès les années 80, il y en a qui ont commencé avant Steve Roy, etc. Après, il y a cette configuration évidemment sociale économique. On est dans une ville qui est en déshérence économique par rapport aux industries, etc. Mais ils sont bons. Certains sont bons. Merci. Deux questions. Excusez-moi, je suis Christine Ago de la LICRA Touraine. Oui. Christine Ago de la LICRA Touraine, c'était une question par rapport au FN, RN, c'est toujours le mot national, aux intervenants. Est-ce que vous pensez, par rapport à la question de l'outre-mer notamment, est-ce que vous pensez que le RN nous donne des leçons par rapport à la prise en compte de ces populations ultramarines à qui souvent, à cause de la distance, on ne reconnaît pas vraiment dans le quotidien un véritable statut de, je vais dire franchement les choses, de français. On a vu aussi la présence de Marine Le Pen à Mayotte, notamment, sur la question migratoire. Donc, est-ce que le RN nous donne une leçon par rapport à cette question de l'outre-mer? Merci. Bien sûr, quand vous regardez les résultats des dernières législatives, les résultats des dernières présidentielles dans les départements et territoires d'outre-mer, il est difficile de continuer à dire que l'électorat du Rassemblement national est un électorat raciste et xénophobe. Puisque à Mayotte, c'est la première force politique, à La Réunion aussi, et aux Antilles, la dynamique du RN est extrêmement forte. À Mayotte, on voit bien comment c'est un vote d'enjeu. C'est un vote d'enjeu sur ce qu'il faut appeler là une submersion migratoire. S'il y a un pan du territoire national sur lequel il y a une submersion migratoire, c'est bien à Mayotte. Donc là, c'est un vote, comme on dit en sciences politiques, c'est l'issue voting, c'est un vote d'enjeu. Des tas d'Africains, des tas d'habitants de Mayotte votent RN parce qu'ils considèrent qu'il faut que ça s'arrête, quoi. Mayotte n'en peut plus. Hein, Mayotte est en train de couler sous les flux migratoires. Donc ça, voilà, mais enfin tout le monde dit ça maintenant, sauf quelques personnes qui vraiment ne veulent pas voir. Hein. Mais ailleurs, c'est les problématiques largement sociales. Et la difficulté des forces républicaines traditionnelles à associer de manière durable nos citoyens ultramarins au pacte national et républicain. Hein, ils se nourrissent des échecs des autres. Si vous voulez, il faut bien comprendre toujours en politique que les succès ont deux facteurs. Il y a des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. Les facteurs endogènes, c'est la capacité à comprendre ce qui se passe dans une société, à s'articuler sur les clivages, à s'en faire le porte-parole. Et les facteurs exogènes, c'est les erreurs des autres. Les erreurs des autres. Alors, les erreurs des autres, en matière d'attachement à la laïcité, en matière de respect du pacte républicain, regardez les erreurs faites dans les 15 dernières années. Hein, c'est gigantesque. Monsieur, et on finit, parce que nos amis après... Pardon, madame. Alors, madame et messieurs, très vite, puisqu'il y a une autre table ronde après. Oui. Donc, je m'appelle Svitlana, je suis une Moldave et d'origine ukrainienne. Et vous savez, Jean Monnet disait que là où on manque d'imagination, les peuples périssent. Donc, ma question, c'est tout simplement, vous avez déjà commencé à donner un début de réponse, mais comment vous croyez que le RN va s'en sortir de cette situation de crise que nous connaissons maintenant? Ça veut dire, d'une part, nous avons la guerre en Ukraine et la guerre hybride que la Russie mène ici en Europe, mais en France en premier lieu, et de notre part, la guerre commerciale déclarée par les États-Unis. Valérie, Pierre-Stéphane Faure. Est-ce qu'il y a un chemin? Est-ce qu'on peut discerner quelque chose? Est-ce qu'on voit quelque chose de clair? Non, on ne peut pas prévoir l'avenir. En tout cas, quelque chose moi qui me préoccupe, c'est si effectivement en 2027, le Rassemblement national devait prendre le pouvoir en France, quelle serait l'attitude de notre pays et de nos armées face à Vladimir Poutine? Oui, ça c'est une question qui me paraît essentielle, sachant qu'on est la première armée d'Europe, on est les seuls à avoir la dissuasion nucléaire. Je dirais que le futur de l'Europe se joue en France dans les années à venir, face à Vladimir Poutine, c'est ce que je veux dire. Donc ça, c'est une vraie question. Avec une Marine Le Pen ou un Jordan Bardella au pouvoir, quelle serait notre attitude vis-à-vis de Vladimir Poutine? Je pense qu'elle serait moins, entre guillemets, belliqueuse, ou en tout cas moins ferme que celle d'Emmanuel Macron actuellement. Quand on couple ça à un potentiel retrait des États-Unis de l'OTAN, ou en tout cas une forme de solidarité moins ferme que l'article 5, oui, c'est inquiétant, oui.
Oui, ça, c'est un point que je trouve assez inquiétant, oui. Monsieur, il y a un monsieur là, et un monsieur là. Oui, alors on prend une dernière question. On prend une dernière question. Une dernière question, alors. On prend les deux dernières. Oui, très brièvement. Voilà, très brièvement. Très brièvement, bonjour. Si par malheur, nous avons le choix en 2027 entre deux candidats épouvantables, pour moi, l'un comme l'autre, que soit M. Mélenchon pour LFI ou le Nouveau Front Populaire et Mme Le Pen, pouvez-vous nous dire, et moi ce que j'en pense, quel est l'auteur de cette catastrophe? Alors, on va écouter l'autre question et ensuite on fait une réponse globale. Alors, merci pour vos interventions de qualité. J'ai écrit une petite question. Alors, cette évolution, elle est là depuis des années. Moi, je viens d'un territoire où le FN, le RN fait 40%, c'est Nîmes, le Gard. On a 5 députés du département qui sont tous RN. J'ai une question qui me chamboule et très pragmatique, mais qui concerne, je pense, tous les membres ici. Vu le constat que vous faites, l'évolution qui va vers des mairies sur certainement RN, voire le pays, il faudrait que les militants de la LICRA réfléchissent à quelle ligne porter dans ces mairies, enfin dans ces villes. Est-ce qu'on travaille avec ces mairies RN à venir dans un an, ou est-ce qu'on rentre dans l'opposition? Mais c'est des questions qu'il faut se poser parce qu'elles sont actuelles et elles vont être générales en France. Peut-être pas dans les grandes villes comme vous l'avez dit, mais nous, dans le sud de la France, chaque élection, il y en a plus. Merci. Merci. Alors évidemment, la question sur la LICRA, ce sera peut-être Mario Stasi qui va y répondre. Et peut-être en un mot répondre à cette question. Sirout, si vous voulez répondre à Jean-Serge. Non, mais c'est une question. Je ne vais pas répondre à Pascal Perrineau. Voilà. Non, mais on va finir par la galerie des horreurs, quoi. En effet, espérons que, une fois de plus, les Français. Il faut arrêter de se retourner sans arrêt vers un tel. Les Français, depuis quelques années, ont choisi de donner la majorité de leur suffrage exprimé à des forces qui sont purement protestataires et qui sont révélatrices de ce que le sociologue Missika appelle la politisation négative. C'est-à-dire, quand on fait de la politique, aujourd'hui, c'est avant tout pour dire non. On ne sait pas à quoi on dit oui, mais on est dans le rejet. Et des forces comme LFI et le RN se nourrissent beaucoup de rejets, de leur capacité à exprimer des rejets, sans être capable de construire quoi que ce soit. Bon. Donc, ce scénario n'est pas le plus probable. Quand vous regardez, par exemple, les enquêtes qui sont faites aujourd'hui, mais il y a de l'eau qui coulera sous les ponts, l'homme, le politique le plus impopulaire de France aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon. Ça n'est pas du tout Marine Le Pen, ça n'est pas du tout Bardella, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui est le plus impopulaire. Donc, on connaît son talent en campagne, qui n'est pas négligeable, mais une dynamique, c'est vous partez d'un palier. Le palier est très bas. Et donc, quels que soient ses talents, même s'il monte, il aura beaucoup de mal à s'inviter à un second tour. Donc, le problème sera qui sera face à Marine Le Pen, qui a de grandes chances, si c'est elle, d'être au second tour. Le fait qu'elle ne soit pas au second tour, ça paraît hautement improbable. 2017, 2022, 2027, bon, voilà, ça devient une habitude. En revanche, qui sera capable de fédérer le front anti-Le Pen? Mais il faudra être plus qu'anti-Le Pen. Oui, mais non, mais si vous voulez, le problème, je ne donne pas de nom. Je ne donne pas de nom aujourd'hui. Parce que pour l'instant, et ça pose le problème d'ailleurs des municipalités, qui est capable d'être le centre de gravité, qui peut dire des choses à la fois du rejet du RN, mais aussi des choses positives. C'est-à-dire qui arrivera à être le centre de gravité d'un compromis qui ira de la droite à la gauche.
et qui ne s'arrêtera pas au centre-gauche ou au centre-droit, de la droite à la gauche. Après, il faut toujours faire une différence entre le président ou la présidente d'une formation politique et l'électorat. Hein, on sait bien que après l'électorat de la France insoumise est en progression, et on sait très bien aussi que celui du RN est en progression. Donc il y a évidemment les grands chefs, mais n'oublions pas les électrices et les électeurs, mais aussi évidemment l'abstention qui peut jouer énormément. Et il y a une forte abstention aujourd'hui, plus qu'hier, et on verra dans quelques années. Une seconde, et puis après, je laisse... Et c'est Mario Stasi qui va répondre après. Oui, bien sûr, non, mais je suis loin d'être présidente de la LICRA, monsieur Stasi, mais... On se connaît, tu peux m'appeler Mario. Mais... Et de chanter aussi bien que toi, donc... Mais par contre, est-ce que travailler avec Julien Sanchez, qui est maire de Nîmes, de Beaucaire, oui, évidemment, c'est le beau lapsus, qui est maire de Beaucaire, en connaissant ses adjoints, en voyant ce qu'est Beaucaire, en voyant les mesures qu'il a prises, je pense par exemple à la cantine scolaire ou des choses comme ça, je te laisse. Mais je pense qu'il y a une question peut-être individuelle qui se pose à toute personne qui est attachée à la République. En fait, est-ce que vous pourriez travailler avec une mairie qui appliquerait la préférence nationale, qui discriminerait de manière systématique les immigrés ou les descendants d'immigrés? Est-ce que vous pourriez travailler avec une mairie qui interdira, à la cantine, les repas végétariens, pour favoriser le cochon? Est-ce que vous pourriez travailler avec des mairies qui démantèlent de manière systématique toute l'offre culturelle dans les communes? C'est ça aussi, en fait, parce qu'en fait, c'est ça, hein, le programme des mairies du Rassemblement national, Beaucaire, Hénin-Beaumont, ça se répète à chaque fois. La culture est démantelée de manière systématique. Les associations, je vais vous laisser, mais voilà, on coupe le robinet aux associations qui ne plaisent pas. Enfin, voilà, c'est quand même ça la réalité des villes aujourd'hui, en tout cas, Rassemblement national. Alors voilà, la parole est à Mario Stasi et ça nous permet de clore cette table ronde. Merci à tous les trois. Et c'est le président qui va prendre la parole. Alors c'est une question que je ne comprends absolument pas. Non, je t'explique. C'est une question que je ne comprends absolument pas. La question n'est pas de savoir si on peut ou si on ne peut pas travailler avec les mairies qui sont tenues par ceux du Rassemblement national. La question, elle est double ou triple. Elle est comment éviter et militer comme président de section, travailler avec d'autres associations, essayer de peser dans le débat politique. Aller sur les marchés en étant bon, comme Valérie l'a rappelé. J'ajoute, les financements, est-ce que ça tient uniquement à la ville, les financements? Ça tient aussi au partenariat privé, qu'on est capable ou pas d'aller chercher. Deuxièmement, tu prends de l'argent à la ville. Continue à prendre de l'argent à la ville. Si tu es dans l'opposition et si cet argent t'aide à combattre les idées de la ville et attends qu'on te coupe les finances, mais continue ton combat de militant. Enfin, si je dis que nous sommes une association politique, engagez-vous dans les campagnes municipales. Allez dans les listes d'opposition. Allez dans les listes contre le RN. Engagez-vous. Un président de section qui sera dans une campagne électorale contre RN aura évidemment le soutien très fort du national. Donc ne te pose pas la question de savoir quelle sera ton attitude face au RN. Non mais, pose-toi la question de savoir comment peser, y compris dans l'enceinte municipale. Voilà. On se retrouve dans une petite dizaine de minutes, vers 16h30 pour la seconde table ronde.